opérateurs du futur. Alors, un premier élément, c'est ma deuxième partie. Je vois qu'il est 42. J'ai encore un peu de temps. Je me tourne vers Serge. Bon. Un point qui est important, c'est la question des moteurs du développement. Alors j'ai essayé de vous résumer ça parce que j'ai vu que dans l'article, alors je m'en excuse, j'ai pas été assez clair à la journaliste qui m'a interrogé, mais il faut juste poser ça. C'est-à-dire qu'en gros, cette théorie-là existe depuis, au passage, le début du siècle, par un sociologue économiste allemand qui s'appelle Werner Zombart, et en gros qui a dit, grosso modo, il y a deux types de secteurs. Il y a un secteur domestique et il y a un secteur basique. Le secteur domestique, c'est le secteur qui est attaché localement au territoire, qui est en gros pas délocalisable. Le secteur basique, c'est le secteur qui capte des ressources. Il y a un monsieur, notre monsieur qui est beaucoup plus contemporain, peut-être en avez-vous entendu parler, c'est Laurent Dazy, qui est chercheur au CNAM, économiste, et lui a approfondi la question du secteur basique. Et en gros, c'est ce que vous voyez en haut. Le secteur basique, je rappelle, c'est le secteur qui capte des ressources. Il y a 4 composantes. La première, c'est la base productive. Donc là, on peut calculer les revenus en disant, voilà, la base productive, c'est tous les revenus qui sont attachés aux biens, aux produits et services produits sur un territoire et qui sont vendus à l'extérieur. D'accord? Et donc là, vous êtes dans on va appeler ça plutôt la mondialisation, etc. La base publique, c'est tous les emplois publics. C'est-à-dire, au fond, à partir des impôts, on redistribue d'une certaine façon l'argent sur les territoires avec les emplois publics. La base résidentielle est composée des retraités, du tourisme et des navetteurs. Et puis la base sociale, c'est en fait tout ce qu'on met derrière RMI, RSA, etc. C'est une forme de redistribution. Et bien tout ça, ça vient stimuler le secteur domestique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin de tout ça sur un territoire. Parce que si on parle de la base productive, on a besoin de cet aspect-là pour la macroéconomie. Si on de la base publique, parce que ça sert d'amortisseur de choc quand il y a des crises. De la base sociale pour réguler les disparités. Et puis la base résidentielle pour gérer un certain nombre de déséquilibres. Et ce qui est important, c'est en gros ces 3 choses qu'il faut avoir en tête. Je parle pour, y compris, bien entendu, les territoires français. C'est 1, qu'est-ce que vous captez en Corse comme ressources? 2, comment vous distribuez ces ressources? Est-ce que ça profite qu'à 1 ou 2 espaces en particulier ou tout le monde en profite? 3, est-ce que vous transformez ces ressources et vous produisez de la valeur ajoutée? Je prends l'exemple de Florence. Florence, la ville de Florence. Alors, ils ont créé un cluster à partir de l'économie touristique sur la rénovation des œuvres d'art. Aujourd'hui, ils sont super bien placés sur la rénovation des œuvres d'art en combinant différentes ressources sur leur territoire. La question qu'on peut poser, c'est vous, à partir de votre économie un peu résidentielle, qu'est-ce que vous pouvez transformer pour aller vers le champ de l'économie plutôt productive? Alors, quelques chiffres. Quand on compare tous ces revenus, qu'on les traite, on s'aperçoit que c'est la base résidentielle qui représente 52,8% des revenus, plus de la moitié. La base productive à peu près 17%, base publique 8,2%, et puis la base sociale 22%. Alors ça dépend les aires. Vous regardez, j'ai essayé de vous traiter, de prendre un graphique, parce qu'en ce moment je suis sur une étude là-dessus pour la région Rhône-Alpes. Ce que vous voyez, un histogramme, tout ce qui est en vert, d'accord, c'est la base résidentielle. Alors, regardez celui du haut. Hein, et on voit que, quelle que soit la communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, l'aire urbaine, c'est la base résidentielle qui est la plus importante. Le problème, c'est que, et ça, j'attire l'attention de tout le monde, c'est qu'avec la réforme de la taxe professionnelle, on est en train, en tout cas, c'est pas encore une tendance, mais j'entends beaucoup de choses, de dire, au fond, on n'a qu'à développer le résidentiel, au sens large. Parce qu'avant, on avait de la taxe professionnelle, on créait des zones d'activité, il y avait des entreprises, avec ça, les territoires percevaient de la taxe professionnelle, et on faisait du projet. Maintenant qu'on a changé un peu la donne, c'est plus tout à fait la même histoire. Et on commence à dire, un certain nombre de oh, finalement, le développement économique, c'est pas important. Alors, pas ici. Et je peux vous dire que c'est des choses que j'entends sur un certain nombre de territoires en France. Alors, c'est dit comme ça, parce qu'on regarde les chiffres. Mais quand vous allez un peu plus loin, une ville comme Lyon, qui est en gros une métropole, sur 100 hectares de friche industrielle, chiffre de l'agence d'urbanisme, 50 hectares reviennent au développement économique. Le reste, ça part dans la qualité de la vie, l'aménagement, etc. Pas dans le développement économique. Donc, j'attire votre attention,
C'est que, soyez vigilants, il faut évidemment du développement économique. Alors, quel est le point intéressant? C'est que les territoires qui vont résister à la crise et ceux qui vont être capables de prendre les vagues de rebond, là, c'est les territoires qui vont bien combiner les questions de résidentiel et de productif. Et je me suis amusé, en fait, à calculer à partir des chiffres de l'INSEE, non pas sur les revenus, mais les emplois. Et en gros, l'INSEE a fait un peu une séparation alors, entre les emplois qui sont attachés à l'économie locale et tous les emplois qui sont liés, en gros, à cette économie productive. Les emplois qui sont attachés à l'économie productive, c'est la courbe en vert clair, qui est en bas. D'accord? Les emplois qui sont attachés à l'économie locale, et pour l'INSEE, ils appellent ça résidentiel. Alors, là-dedans, il faut gratter un peu parce que l'INSEE dit quand vous avez moins de 12 salariés, on met automatiquement dans cette base résidentielle. Or, aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise en numérique, vous êtes, si vous voulez, vous pouvez très bien être leader mondial, même avec 5 salariés, parce que dans le numérique, on peut être une industrie. Bon, c'est un détail. Je ne vais pas rentrer trop dans les explications, mais qu'est-ce qu'on constate? Pour un emploi productif, il y en a 4 résidentiels. Mon constat, sans avoir fouillé plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a trop d'écart. Il faut essayer de trouver un meilleur équilibre entre cette base productive et cette base résidentielle. À côté, je vous ai mis la Drôme. C'est pas parce que en fait, j'avais sous la main, c'est juste pas. C'est 1 sur 2, 1 pour 2. Et donc alors, autre élément, quand j'ai regardé un peu les chiffres sur la Corse, parce qu'évidemment, avant de venir ici, je regarde bien sûr l'emploi, tout ça, on s'aperçoit que, mine de rien, quand on voit l'évolution du PIB, c'est quand même pas mal. Vous êtes sur des tendances intéressantes. Alors, il y a une baisse de l'emploi marchand, mais c'est aussi le cas de tout le pays. Donc, vous avez des ressources. Et qu'est-ce qui va, de mon point de vue, être intéressant sur ce territoire demain? C'est que je pense que vous faites partie des territoires en France qui allaient, si bien sûr il y a des projets, où vous pouvez mieux combiner ces questions de compétitivité et de qualité de vie. Et je reviens à ce qui s'est dit tout à l'heure sur la table ronde, et donc changer de vie. Je reprends l'expression changer de vie. On a des gens, effectivement, qui arrivent à 50 ans, 45 ans, qui ont fait un parcours de vie intéressant et qui ont l'âme et qui ne peuvent plus évoluer dans leur société parce qu'ils n'ont pas les bons diplômes ou ils ne sont pas sur les bonnes trajectoires. Ils ont envie de changer, ouais. Et ils ont envie de changer par n'importe comment. Et c'est vrai que reprendre, créer une entreprise peut être pour une opportunité. Mais ils veulent le faire dans un endroit particulier, avec un environnement particulier. Vous pouvez offrir ici, en tout cas, l'opportunité à des entrepreneurs, parce que moi, je serai à votre place, c'est ce que je ferai, enfin, comme ça, hein, je dirais, j'aimerais bien attirer les gens qui ont un projet d'entreprise, de reprise ou de création, peu importe, mais en tout cas qui vont apporter de la valeur ajoutée et qui vont, avec eux, entraîner des ressources intéressantes, et y compris des cas de sup, etc. Parce que tout ça, ça va se réinjecter dans l'économie locale. Alors, oui, ça avance. Un autre phénomène, ce qui, moi, je vous alerte là-dessus, qui peut en tout cas poser des problèmes. Vous avez tous compris, on est dans une économie où là, on va voir ce qui va être cher, enfin ce qui va être rare, c'est l'argent public. Évidemment, avec la dette, ça réduit nos possibilités de financement. Donc du coup, les partenariats publics-privés vont être cruciaux, déterminants. Mais ce qui est en train de se passer, ce qui est logique, avec la mondialisation, on n'avait même à la limite pas besoin de ça. C'est que cet argent-là, ces moyens, si vous voulez, ces ressources-là, vont être concentrés dans des endroits qu'on appelle les métropoles. Hein, où on va fabriquer. Alors ici, il n'y a pas de métropole. Mais rien ne vous empêche, vous, il y en a une en tout cas qui est en train de se faire du côté de Nice, entre la Vésubie, le Mercantour, etc., où on crée un ensemble, c'est assez inédit, on peut pas vraiment, ça n'a pas le même sens que le sens métropolitain qu'on donne jusqu'à maintenant, mais derrière, il y a un enjeu très fort. C'est que si les ressources clés pour se développer sont dans ces endroits, quid pour les autres territoires? Donc l'enjeu, un des enjeux en tout cas pour vous, va être de capter ces ressources qui se trouvent là, et notamment qu'est-ce qu'on a dans ces endroits-là? C'est la recherche, la formation, tout ce qui va être nécessaire pour développer de nouveaux espaces. Au passage, juste, ça aussi intéressant de regarder les chiffres, c'est que malgré
les outils numériques et on pouvait penser une certaine dispersion. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est plutôt une concentration des ressources au niveau mondial sur ces métropoles. Et on n'a jamais eu, c'est la première fois dans l'humanité que la population urbaine est supérieure à la population rurale. Parce que dans ces métropoles, évidemment, on va y trouver du travail, des ressources, des loisirs, etc. Sauf que là, le problème, c'est que la qualité de vie, ça ne le fait pas. Alors, je passe rapidement sur la pyramide des âges. J'ai regardé un peu votre pyramide des âges, et probablement que le risque, c'est de vieillir trop vite, ou en tout cas d'avoir un écart trop important entre des espaces qui vieillissent et des espaces plus jeunes. Et évidemment, un territoire qui va bien, c'est un territoire où il y a une forme de mixité. Il n'y a pas trop de consanguinité. Évidemment, pour développer, il faut des entrepreneurs. La carte des territoires attractifs et répulsifs, vous voyez que vous êtes très bien placé, en tout cas, d'un point de vue de l'immobilier. Et du coup, je suis venu un peu au... Qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un territoire? Il y a des composantes. Et quand on regarde les composantes, la géographie, climat, franchement, bon, aujourd'hui, c'est pas la bonne... mais vous êtes quand même assez bien placé, même s'il y a de la neige. Mine de rien, on va dire, mais oui, mais vous n'êtes pas un territoire accessible. En fait, vous avez de la chance d'être dans un monde où on va développer du numérique. Et aujourd'hui, on peut tout à fait travailler. On aurait très bien pu faire cette conférence en visioconférence avec Bastien et avoir cette forme d'interactivité. Sauf que, comme ce n'est pas dans les pratiques, on ne l'a pas fait. Non, techniquement, on peut le faire. Le problème, ce n'est pas la technique, c'est le comportement, le choix. La dynamique démographique, elle n'est pas si mal par rapport à d'autres pays. L'efficacité économique, ça pourrait être mieux. Le rayonnement politique, il y en a. La qualité résidentielle, il y en a. Les conditions sociales, elles sont... Il y a mieux, mais il y a pire. Je vous conseille tout à l'heure, Serge parlait de la Meuse, mais si vous regardez le pays de Briey, il y a certains territoires en France qui ont, mais pas le dixième de ce que vous avez. La qualité des infrastructures. Alors là, moi je suis toujours embêté en parlant des... Bien sûr, tout le monde pense qu'il faut toujours plus d'infrastructures. Alors, juste, j'ai vécu sur un territoire qui s'appelait Vendôme. Vendôme, c'est la sous-préfecture du Loir-et-Cher. Et quand il y a eu le TGV, il y a l'autoroute et le TGV. Ben, il y a toujours 10 entreprises depuis 30 ans. Donc c'est pas... Bien sûr, les infrastructures, ça aide. Mais c'est pas ça qui fait le développement. Les Vendéens, ils n'ont pas d'autoroute et ils ont un tissu d'entreprise entre Mortagne et les Herbiers qui ferait épanouir plein de territoires. Et puis, encore une fois, moi, je me dis, il vaut mieux investir dans du très haut débit pour qu'on ait des entreprises qui puissent exporter dans le monde entier avec des objets virtuels, plutôt qu'investir, si on n'a pas d'argent, dans des routes. Mais bon, vous avez peut-être probablement un autre avis. Le rayonnement culturel, pas de problème. Une vraie identité corse, ça se véhicule. Mais moi, en fait, ce que je vois, c'est que c'est mal utilisé, c'est mal marketé. Aujourd'hui, les produits... C'était intéressant, l'autre fois, j'ai fait une conférence avec un Allemand devant des agriculteurs. Il a expliqué un truc, il leur a montré comment, dans le même environnement, il avait une productivité qui était 2,5 fois supérieure à la leur. Et que ça venait de deux choses essentielles, de meilleure organisation et de meilleur marketing. Donc parce que c'est logique, on est dans un monde où il y a pléthore de produits. Pourquoi on irait acheter des produits corses, au sens large? Pourquoi on utiliserait des services corses? Quelle est la valeur ajoutée du service ou du produit corse? Ou du produit français, c'est la même chose. Voilà une des difficultés aussi qu'on a pour vendre nos produits. Bien sûr, qualité de vie, c'est intéressant. Alors, l'emploi, on va sur un système qui va être assez... mais vous le voyez tous les jours. Et j'ai fait un rapport avec Michel Godet en 1996 pour dénoncer ça, mais il y en a d'autres avant ou après qui avaient alerté les choses. C'est qu'en gros, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit aujourd'hui une coexistence entre du chômage et des emplois non pourvus. Aujourd'hui, il y a 580 000 offres d'emplois non pourvus. Il y en avait 500 000 il y a 2 ans. Ça vient d'où? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Il y en a des explications. Il y a un certain nombre d'explications, et notamment une inadéquation, bien entendu, entre notre système de formation, d'éducation, et l'offre d'emploi qui est proposée.
c'est évident. Et vous voyez là une liste d'emplois de demandes qui vont être dans les années à venir, et on voit bien que c'est dans les emplois de service. Alors évidemment, ces emplois de service ne sont pas hyper bien payés, mais pas que. Dans l'informatique, on ne trouve pas non plus. Donc il y a vraiment à réfléchir sur votre territoire, sur les questions des conditions de salaire, les conditions de travail. Il faut être, je pense que les entrepreneurs aussi doivent réfléchir à l'attractivité de leur métier. Et c'est pas que, évidemment, les politiques. Alors, les diplômes, je passe parce que ça, et rappeler 2-3 choses, et j'ai bientôt fini. Finalement, quand on résume tout ça, c'est quoi? C'est que c'est les hommes et les organisations qui font la différence. C'est l'activité qui crée l'emploi, c'est l'insertion qui crée l'employabilité. Et il vaut mieux aujourd'hui arrêter de réfléchir, on veut un CDI. Ce qui compte, c'est d'être employable durablement. Parce qu'on va changer de métier plusieurs fois dans sa vie. Ça ne sert à rien. Et en plus, on peut pas, il n'y a aucun entrepreneur qui ici peut vous garantir un CDI. Un emploi à vie, c'est pas vrai. C'est pas possible. Donc il faut que les jeunes qui sont là, et y compris les autres, se mettent dans la situation où l'enjeu, c'est d'aider, quand on a quelqu'un dans son entreprise, c'est faire en sorte qu'il a un niveau d'employabilité supérieur à la moyenne, pour que si jamais l'entreprise ferme, ou s'il a envie de partir, il puisse partir. C'est l'initiative et l'innovation qui créent l'activité. C'est aussi ça, c'est qu'il est loin le temps où on avait quelqu'un qui maîtrisait un métier, qui s'installait dans un coin, qui développait son entreprise, et l'environnement le permettait. L'environnement du chef d'entreprise aujourd'hui est 10 fois plus complexe. Plus de réglementation, de la RH, il faut faire de la gestion prévisionnelle des emplois, il faut, au niveau financier, il faut quand même savoir sacrément bien gérer sa boutique, il faut bien manager, il faut avoir des stratégies, il faut être... Vous vous rendez compte de ce qu'il faut? Et c'est même... Vous pouvez passer toute une vie à apprendre et encore, ça ne suffit pas. Et bien entendu, c'est un point qui est clé, c'est l'accompagnement qui augmente les chances de survie. C'est parce que vous avez un réseau de compétences dédiées au développement. Moi, je me disais en discutant hier soir avec l'équipe du MEDEF, c'est de dire, mais toutes les compétences qu'il y a, mettez-vous en réseau pour faire profiter ces ressources et cette intelligence à l'ensemble de vos entreprises. Pourquoi on ne fait pas ça? Alors je dis vous, parce que je suis en Corse, mais je vous promets, à Lyon, dans le Limousin, c'est pareil, quoi. Je vais vous dire, je m'emballe là, mais c'est presque insupportable. Ah bon? Et alors, création ou reprise, l'important c'est d'avoir des activités rentables. J'arrive un peu à la fin, c'est plutôt là aussi. Le problème, c'est bien sûr l'entrepreneur. Et il faut aider. Dans aider, c'est aider la prise de risque. Et la prise de risque, c'est quand on est jeune. À l'école, ça commence par là. Et est-ce qu'on fait tout supporter à l'entreprise, alors que si l'entreprise se développe, le territoire en profite? Il faut trouver un meilleur compromis aujourd'hui sur ces questions de risque qu'on ne le fait. Bien sûr, si on condamne la médiocrité, il faut aussi condamner ceux qui ne font rien. C'est-à-dire que moi j'aime bien les gens, franchement, j'ai créé, je ne vais pas raconter tout, mais je me suis trompé. Et je vous promets, chaque fois que je me suis trompé, au début, j'ai accusé l'environnement, il y a toujours des aléas, on cherche toujours un bouc émissaire, mais c'est toujours parce que j'ai mal négocié, j'ai eu une mauvaise stratégie. J'aurais pu faire autrement, mais bon, sur le moment, j'avais pas les clés. Et du coup, si j'avais eu des gens pour me dire attention, tac, m'alerter au moins, ben, j'ai pas eu ça. Donc je me dis, ça serait bien qu'on trouve ce genre de choses sur ce territoire. 3 idées pour cultiver une posture de conspirateur. Encore une fois, le hasard est d'abord utile aux esprits préparés. C'est Jean-Louis Etienne, alors c'est même pas un prospectiviste, hein, donc c'est un scientifique qui, lui, dans ses recherches, on saisit les opportunités parce qu'on a déjà plus ou moins réfléchi aux problèmes et qu'on a anticipé les choses. Il faut bien mieux utiliser sa relation avec l'environnement. On est dans un écosystème qui change, l'interaction avec l'écosystème est fondamentale. Il ne faut pas que notre culture, notre savoir soit un frein à cette relation. Et puis, le chemin, le but, on n'apprend pas qu'en restant assis derrière un bureau, on apprend en faisant. Ces choses-là, ça ne devrait pas... Alors, l'avenir en confiance, c'est aussi produire un récit prospectif. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est d'avoir un projet, de dire voilà le cap, voilà là où on doit aller. Et partager évidemment ça avec l'ensemble des acteurs. Et de mon point de vue, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut sur ce territoire.
sauf que les choses, en gros, ne sont pas tout à fait dans le bon sens. Alors là, c'est l'exemple, c'est qui va, où va le progrès? C'était à Vendôme au début du XXe siècle, et puis aujourd'hui, dans l'île Dorée, c'est le contraire. Voilà, je vous remercie. Je pense avoir retenu quelque chose qui me marque. Deux mots, courage, audace. Du courage et d'audace. Courage et audace. Mais vous en avez? Oui, moi, oui. Bon. Serge, courage, audace. Non, je sais pas, allez, la parole est à vous. Quelques questions, quelques réactions à ce que vous avez pu entendre. Ne soyez pas timide, les micros sont dans la salle. Qui veut ouvrir les débats? Ah. J'en conclus que vous êtes d'accord avec moi? Que tout... Ou alors je ne vous inspire pas? Allez, Serge Santonion pour ouvrir les hostilités. Je voudrais faire un parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la table ronde, sur la transmission. Je reprends les propos de monsieur le député Cazer. Aider les entreprises dans la transmission, c'était aussi tout à l'heure évoquer le fait que le bien vivre, la qualité de vie en Corse peut attirer des gens de l'extérieur. Est-ce que tout ça, on peut le relier à la relation de confiance et comment bâtir cette notion de transmission, de qualité de vie et de confiance? Alors moi, entre nous, je vais vous donner des idées, il faut creuser, mais c'est des pistes de réflexion. Je me dis, par rapport à ce territoire, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il peut être un territoire d'expérimentation et d'exemplarité pour, y compris la France et l'Europe, parce que il y a une forme, sur ces questions de compétitivité, de qualité de vie, on pourrait tester des choses et qui existent. Quand on regarde bien, les bonnes idées ont déjà été développées ailleurs. Il y a du viager d'entreprise. Des gens, il faut juste rapprocher. Je dis juste, c'est compliqué. Parce qu'ils vous ont expliqué tout à l'heure que c'est quand même pas simple. L'offre, la demande. Qu'il faut préparer les vendeurs. Parce que c'est pas à la fin de sa vie professionnelle qu'on se pose la question qu'il faut vendre sa boîte. Ça se prépare. Il faut intégrer des gens dans l'entreprise. Il faut les accompagner. Mais ça, excusez-moi, c'est coûteux pour un chef d'entreprise. Il n'a déjà pas le temps de faire tout ce qu'il faut. Donc il faut trouver des solutions, des complémentarités. C'est ce que j'appelle, moi, mutualiser le risque. Alors, je trouve que pour combiner, en tout cas inventer les processus qui permettent de faciliter ce transfert. Mais il n'y a pas que là. On parle de création reprise. Il faudrait aller sur le champ de la flexibilité et de la sécurité de l'emploi. Tester des choses un peu innovantes qui permettent aux salariés d'avoir une sorte de sécurité et qui permettent également aux chefs d'entreprise d'avoir un système plus flexible. Et on pourrait sur ce territoire, finalement, tester quelques trucs. Voir si ça marche. Et si ça marche, cette capacité de reproductibilité ailleurs, d'exemplarité. Sur la question de la compétitivité, qualité de la vie, c'est pareil. Je me dis, mais moi, évidemment, je ne vis pas ici. Mais je dis pareil en France, il y a tout. Vous avez tout pour le faire. C'est juste qu'il faut connecter, mieux connecter le système d'acteurs, publics, privés. Que tous les acteurs disent, bon, ok, on a 3 chantiers clés, sur ces 3 chantiers, on y va, on met des moyens, etc. Voilà, il fait juste ça. Je dis juste ça, c'est quand même pas facile, mais ça commence par là. Vous aurez ce problème, mais je veux quand même dire, je ne dis pas que la création reprise, comment dire, c'est pas important, mais quand je regarde les chiffres, vous avez, de mémoire, 17 000 entreprises qui n'ont pas de salariés. 8 000 et quelques, 8 600 je crois, qui ont entre 1 et 9 salariés. Vous en avez 1200 et quelques qui ont entre 10 et 49 salariés, et vous en avez 120, 130 qui ont plus de 50 salariés. L'enjeu,
c'est de repérer les boîtes qui ont une capacité d'industrialisation pour les accompagner dans leur développement, parce que l'effet de levier, il est là. Et si, dans votre portefeuille, y compris dans le portefeuille, il n'y a pas de salariés, il y a probablement un chef d'entreprise, des chefs d'entreprise qui ont des idées qu'il faut développer. Alors je vous dis ça, moi j'ai changé d'un boulot, je gagnais bien ma vie, justement à Vendôme, c'est pour ça que j'ai atterri à Vendôme, parce qu'à l'époque, c'est là que j'ai rencontré Godet, et il dit, on va développer l'idée des emplois dormants, des projets dormants. Et on est allé dans les entreprises pour repérer des projets que le chef d'entreprise n'avait pas le temps de développer. Et on a fait évaluer ces projets par des banquiers, par un tas d'experts, etc. Et on a dit, ben voilà, ça c'est intéressant à développer. Et on a trouvé les moyens de les développer et d'insérer des chômeurs pour développer ces projets. Bon, je passe vite parce qu'il y a un processus un peu compliqué, mais à la sortie, 90% des projets voyaient le jour et 90% des gens au chômage trouvaient un emploi, pas forcément d'ailleurs dans l'entreprise, mais ils étaient réinsérés dans un circuit économique. Ce truc-là, ça commence à se généraliser, mais le potentiel, il est là. On allait chercher des entrepreneurs qui avaient une capacité de développement. Donc, moi, je mettrai des moyens sur les gens, donc encore une fois, les entrepreneurs, mais il faut les entourer, il faut les accompagner, il faut un environnement qui permet d'accélérer, si vous voulez, ces développements. Voilà. Je ne sais pas si j'ai... Ça correspond à la réponse que j'attendais. Oui, monsieur. Une question là-haut. Bonjour, voilà, j'écoute, je prends acte un petit peu de votre discours optimiste, puisque finalement, il revient à l'entrepreneur de développer, d'innover, de former avec audace son activité. Par contre, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu décalé de la réalité, à savoir, je vous prie de m'excuser, c'est pas, je ne fais pas partie ni de l'opposition, ni de rien du tout, je veux simplement donner mon avis. Il est un petit peu décalé de la réalité dans le sens où on nous demande finalement de chercher l'audace, de chercher l'innovation, puis quelque part on ne nous accompagne pas. C'est-à-dire que quel que soit le pas que l'on fait actuellement dans la vie économique, on est soit accablé par les charges, soit accablé par telle position, une ou l'autre. C'est-à-dire qu'on nous fait savoir que quelque part on innove, mais pas pour nous. Le challenge de l'entrepreneur, c'est aussi un petit peu de dégager du bénéfice de sa société, et on s'aperçoit au fil du temps qu'on devient plutôt des acteurs passifs de la situation économique, tellement on nous accable de charges et d'impôts. Donc on travaille pour quelqu'un d'autre, non plus pour nous. Donc on va innover pour quelqu'un d'autre sans avoir de contrepartie. Donc le discours est un petit peu optimiste et très beau, et c'est sympathique de dire que l'entrepreneur peut être audacieux et innover, et puis faire partie de la formation et l'insertion des gens, mais en même temps, il faudrait qu'il y ait une autre contrepartie. Pour l'instant, je n'en vois pas le bout. J'ai dit une chose, c'est que je pense qu'on n'a pas mesuré dans ce pays, peut-être aussi en Europe, c'est que pour entreprendre, c'est plus difficile. J'ai comparé à 50 ans, quand on avait un métier, dans l'artisanat par exemple, on pouvait très vite se développer si on possédait, on maîtrisait bien son métier. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut plein d'autres choses. Et du coup, il faut un environnement qui permet de développer tous ces savoir-faire. Il ne faut pas courir avec des poids dans la poche. Donc, ce que j'ai dit simplement, c'est qu'il faut créer un autre écosystème, un autre environnement pour faciliter ce développement. Mais il faut aussi que de l'autre côté, les chefs d'entreprise la jouent beaucoup plus collectif que ce qu'ils le font aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas des solutions collectives avec des comportements individuels ou individualistes. Donc il faut aussi regarder, puisqu'on est très direct, balayer devant sa porte. Tout le monde a balayé devant sa porte. Et bien entendu, c'est ça qui est compliqué, c'est que on ne sait pas trop comment s'y prendre et il faut repenser un peu le truc, quoi. Mais c'est possible. Ce que je dis, c'est qu'on a tout dans ce pays, dans ce territoire pour le faire. Voilà. C'est juste ça. Et ça, pour moi, c'est un élément, en tout cas, qui est très optimiste. Il y a plein de pays qui n'ont pas cette capacité-là.
Mais je trouve que l'exemple était intéressant. On a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde, hein? On voit une déconnexion entre les territoires de croissance et les territoires en développement. C'est-à-dire qu'on produit de la richesse et il y a des endroits où on la consomme. Et on voit que, et ça embête évidemment, notamment l'Île-de-France, 29% du PIB, 22% de la consommation. Donc il y a une fuite. Et où ils vont où ces gens? Ils ne veulent plus vivre dans des métropoles. Et qui c'est qui part? Ce sont des gens qui ont un certain niveau d'éducation, qui ont un certain niveau de revenus, et ils cherchent à aller dans des zones où ils vont trouver le meilleur rapport entre, on va dire, le travail, la qualité de la vie. Donc ça, et c'est... Pourquoi je vous dis ça? C'est que si on avait été à l'époque où 80% de la vie d'un individu était consacrée au travail, on ne se poserait pas du tout cette question comme ça. Il se trouve qu'on a plus de temps, entre guillemets, libre. Et on a un autre rapport à la vie. Donc forcément, nos comportements vont changer. Et on va pas, c'est pas les 1000 euros ou les 500 euros ou les 200 euros que vous allez gagner en plus si vous les perdez en nounou, vous les perdez en déplacement, etc. On voit les stats. Dans les grandes villes, le taux de divorce est plus élevé qu'ailleurs. Il y a plus de personnes seules. D'accord? Évidemment, il y a plus de loisirs, on peut faire plus de choses. Mais on a, si c'est pour être plus ballot, on n'a pas envie de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'ingrédient, c'est que juste, je voulais dire par rapport à ces questions de compétitivité, oui, c'est important, mais jouez sur vos qualités. Votre qualité, en tout cas votre spécificité, c'est certainement pas que la compétitivité. À mon avis, vous n'avez pas la capacité à jouer dans la même cour que d'autres territoires. En revanche, si vous, astucieusement, vous avez à combiner ces questions de compétitivité avec ces questions de qualité de vie, c'est qualité de service, environnement, c'est l'éducation, c'est les hôpitaux, c'est les services aussi, hein. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le travail, c'est ça que j'essaie de dire. Donc, et puis, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, les facteurs d'attractivité. Vous n'avez pas tous les facteurs, mais vous en avez un certain nombre. Et je conseille à certains habitants de la Corse à aller voir un peu ce qui se passe, ne serait-ce que, sans parler de l'Italie et de l'Espagne, mais en France. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'attractivité que nous. Oui. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé du tout, c'est le mot insularité. Alors comme vous le savez, 300 000 habitants, 110 000 actifs. Alors la question que je me pose, alors l'insularité c'est à la fois protecteur, bien entendu, mais c'est aussi une forme de prison par ailleurs. C'est vrai. Alors je voulais savoir quel est votre sentiment là-dessus. Est-ce que l'insularité, en tout cas donnez-nous des éléments de confiance sur la spécificité insulaire de la région? Alors, c'est intéressant parce qu'à midi on discutait, on prenait l'exemple du Japon. Alors, le Japon, c'est l'île. Et en plus, ils se coltinent des tremblements de terre, des typhons, etc. Mais ils en ont fait leur côté insulaire, ils en ont fait aussi une force. Moi, j'ai pas l'impression, je vais vous dire un truc, c'est vous qui parlez d'insularité. Moi, quand je viens, géographiquement, c'est une île. Mais il y a un truc, il y a une donne qui a changé, qui pour moi est capitale. Alors j'insiste là-dessus peut-être un peu trop lourdement, c'est que aujourd'hui, le business se fait de plus en plus par la voie de l'immatériel. Donc ça vous ouvre une porte, mais énorme. D'accord? Le commerce, le e-commerce a augmenté de 22%. Les gens ont 3 millions de clients en plus. De plus en plus, on peut se développer à distance. Ça, c'est une opportunité, mais à condition de bien le penser. Et vous pouvez tout à fait être compétitif, ou en tout cas avoir des entreprises qui exportent dans le monde entier, sans avoir des autoroutes et des machins comme ça. Je rappelle un truc on parlait du Japon, et le Japon, ils sont en train de faire quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils sont en train de réduire la taille des usines, de 1 à 10. Parce que la société dans laquelle on va le permettre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être une industrie avec 5 salariés. Moi, j'ai une entreprise qui fabrique des logiciels. Vous avez des modèles économiques qui peuvent tourner avec 5 salariés, et ça, vous pouvez l'exporter dans le monde entier, parce que c'est sur des grosses bases de données. Avec le service, le net, vous créez du lien à distance, de l'usage à distance. C'est ça c'est le numérique, avec cette question des usages. Donc, je ne dis pas que c'est un miracle, je dis,
n'empêche que vous pouvez le faire. En gardant en plus l'avantage, c'est que quand on est une île, on préserve un certain nombre de choses. Voilà. Et je trouve que c'est ce compromis-là qu'il faut trouver, et vous êtes dans une période de l'histoire de l'humanité, voilà, où vous pouvez le faire. Je ne dis pas que vous allez le faire, mais vous pouvez le faire. D'autres questions, éventuellement? On disait tout à l'heure moins de commandes publiques, c'est évident. Moins de commandes publiques. Évidemment, ça, on est tous conscients qu'il y en aura de moins en moins. Dans le cadre du partenariat public-privé, je pense qu'il faudra que les entreprises insulaires, je rejoins José, sur les problématiques insulaires qui peut être par ailleurs un avantage, et je vous rejoins aussi sur la comparaison, sur la contradiction en tout cas, le partenariat privé-public, il va falloir qu'on soit unis, alors que ça s'appelle le MEDEF ou autre chose, peu importe, si c'est le MEDEF tant mieux, mais je veux dire qu'il faut qu'on ait tous une bannière sur laquelle on vienne se battre tous ensemble. Alors bon, je ne suis pas en train de dire suivez-moi, on est les meilleurs, mais je pense qu'il y a une réflexion à apporter là-dessus pour que l'entreprise insulaire sache se mettre en avant, se protéger et avancer pour que ce partenariat privé-public ne nous balaye pas d'un seul coup. Je crois qu'il va falloir qu'on soit costaud sur ces sujets-là et qu'on soit unis plus que jamais. Ouais, mais la vraie chance, je vais vous dire, c'est qu'on va avoir moins d'argent public. On va être obligé d'être plus intelligent et partager davantage. Bon, voilà. Et c'est très bien comme ça. Tant mieux, et il faut arrêter de... J'en profite aussi pour dire, arrêtez d'accuser l'État, arrêtez d'accuser les politiques, arrêtez d'accuser les entreprises, arrêtez d'accuser les fonctionnaires. Dans ce pays, on cherche toujours un bouc émissaire. Il y a quelqu'un qui doit porter le chapeau. Non, on est tous responsables de la situation. Et la solution, eh bien, tout le monde fait. Ce que je dis là, je ne devrais même pas le dire. Oui, mais il n'y a pas de raison. Et l'Allemand a dit un truc. Il a dit, mais le problème en France, il a dit ça devant, c'était des agriculteurs du côté de la Saône-et-Loire. Il a dit, le problème en France, c'est que vous êtes 10 à décider. Et quand il y a une décision qui est prise, il n'y en a pas un qui la respecte. Il a dit ça, je dis un peu vite. Le problème, c'est qu'il a dit, en gros, soyez un peu plus disciplinés. Un peu plus organisés. Alors, c'est le teuton qui nous parle. Il dit non, lui, il voit ça de sa culture. Pardon? Oui, mais il faut juste regarder, écouter ce que nous disent les gens. Ça ne veut pas dire le copier-coller chez vous, ça ne marchera pas, et chez nous, ça ne marchera pas non plus, et en Europe, ça ne marche pas non plus. Il faut écouter ce qui se passe pour se dire, attends, là quand même, ça ne marche pas bien. Et ça, c'est pas la faute de l'Allemand, ou c'est pas la faute de je sais pas qui, c'est parce que nous, on ne fait pas bien. Voilà. Et on peut faire mieux. C'est déjà ça. Et s'il y a 3 questions, hein, vous pouvez vous poser, et on peut repartir là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Parce qu'on le fait, mais pas suffisamment bien. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on a été frileux en Corse? Selon vous, par rapport à ce que... Je suis là. Ben oui. Je ne vois pas la personne. Je suis là. C'était que moi, Oui, mais pas qu'encore. Moi, on est frileux. Non, mais on parle de la Corse qui nous intéresse directement. On est frileux en France. On est frileux en France, on a peur. On a peur de la mondialisation, on a peur de je sais pas quoi. Et quand vous regardez les trucs, quand même, ça la fout mal. C'est-à-dire que vous élargissez un peu les choses, vous voyagez, vous vous rendez compte, et y compris en France, comparez certaines régions à d'autres. J'aimerais tellement que les gens partent de là et se disent, allez, c'est pas un martien quand même, j'espère, je ne suis pas un martien, je vis sur la même planète que vous, hein. Et j'observe les mêmes choses que vous, pratiquement. Et que derrière, ben voilà, on peut changer pas mal de choses.